Donc ce que je vais faire pour réhabiliter l'homéopathie auprès d'une profession médicale qui est en train de la démolir de façon scandaleuse et surtout de façon complètement irréfléchie, on va faire quand même un petit rappel historique. Vous avez ici donc une gravure qui a été publiée dans le Boston Evening Times à la fin du 19e siècle, exactement, j'ai mis la date, en 1871. Quelle est l'origine de cette gravure? Eh bien, les Américains, donc, l'homéopathie arrive aux États-Unis dans les années 40-50, parce que, comme je vous l'ai dit, Hahnemann a une très grande réputation, et tout de suite, c'est le succès fulgurant, parce qu'on soigne des pathologies que personne n'arrive à soigner sur le sol américain. Donc la première société médicale sera une société homéopathique. Et qu'est-ce qui va se passer? Le succès est tel que la profession médicale, elle, conventionnelle, celle qui était basée sur les considérations d'Hippocrate, les humeurs, celles qui vous saignaient d'un blanc pour vous soigner, qui vous envoyaient des purgatifs, de l'arsenic, du mercure, pour vous prétendre vous soigner, eh bien cette médecine se retrouve en difficulté. Parce que l'homéopathie, avec ses petites pilules de sucre, ou avec ses liquides, où en fait on vous donne essentiellement de l'eau, et on n'a plus besoin de vous ouvrir, on n'a plus besoin de vous faire vomir, on n'a plus besoin de vous purger, et alors qu'avec les autres méthodes, vous ne guérissez pas, là vous guérissez. Donc vous comprenez qu'il y a une énorme crise. La première chose qu'on va faire, qui va se passer aux États-Unis, c'est la création de l'AMA, l'American Medical Association, qui se crée en réaction au succès de l'homéopathie. L'homéopathie marche, la médecine allopathique ne marche pas, et donc on va essayer de démolir l'homéopathie. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a toujours cette idée que ça fonctionne de façon immatérielle. Et ça, on ne peut pas l'accepter au XIXe siècle, qui est un siècle qui va, au contraire, triompher sur le plan matériel, que ce soit dans ce qu'on appelle le capitalisme, mais aussi dans la science, avec les équations de Maxwell, les théories de Newton, la mécanique qui est formalisée et généralisée, et bien sûr toute la thermodynamique statistique qui montre qu'il y a des atomes, des molécules, et qu'on commence à comprendre ce que c'est que l'entropie, ce que c'est que l'énergie. Et donc, face à cette médecine qui marche, et qui est basée sur des choses qu'on ne comprend pas bien, dans cette physique du XIXe siècle, eh bien, il va y avoir une réaction de rejet de la part de la profession médicale, création donc de l'AMA, quelques années après la création de la première société médicale homéopathique, et puis, querelle, forcément. Parce qu'il y a les homéopathes qui disent laissez-nous travailler, on a une médecine qui est efficace, humaine et qui fonctionne, et des médecins dogmatiques qui, eux, vous ne savez pas ce que vous faites, c'est donc pas de la médecine, c'est du charlatanisme, et allez, ping-pong. C'était au XIXe siècle. Et ce qui va se passer, c'est que au Massachusetts, qui est quand même un État extrêmement évolué sur le plan intellectuel, il va y avoir un mouvement pour chasser les homéopathes de l'American Medical Association. C'est-à-dire, il va y avoir une tentative d'évacuer l'homéopathie. Et il se trouve qu'à Boston, où on a l'élite américaine, ça ne va pas marcher. Parce que là, il y a quand même des gens qui sont un peu intelligents. Par contre, dans tout le reste des États-Unis, oui, effectivement, les homéopathes vont progressivement être chassés des milieux médicaux. On va les ranger au niveau des herboristes, ou pire, des coupeurs de feu, c'est-à-dire de gens qui prétendent soigner sans pour autant expliquer comment ils peuvent soigner. Alors, comme vous le voyez ici, on a le problème. Ça, c'est le médecin du 19e siècle allopathe, ça, c'est l'homéopathe, et la dispute se traduit par un duel au pistolet. Le monsieur qui est là tire avec des pilules au mercure, le monsieur qui est là tire avec des pilules au sucre. Et comme le montre le journal, qui c'est qui gagne la bataille? C'est l'homéopathe. Parce que l'allopathe, il est en échec total face aux pathologies. L'homéopathe, lui, arrive à soigner, y compris de grandes pathologies comme le choléra, voire même, et ça a été une des grandes contributions d'Hahnemann, des maladies psychiatriques. Le remède homéopathique fonctionne sur les maladies psychiques. Et alors qu'au XIXe siècle, qu'est-ce qu'on faisait avec les maladies psychiques? Bien, on enfermait les gens dans des donjons, on les enchaînait, on les fouettait à mort, pour leur sortir les démons qu'ils avaient. Donc vous comprenez quand même qu'il y a derrière l'allopathie
il était très clair au XIXe siècle que la seule méthode de soins qui était efficace et humaine, c'était bien l'homéopathie. D'ailleurs, je vous mets ici une publicité des compagnies d'assurance américaines, c'est écrit « Lower rates for homeopathes ». C'est-à-dire que les assurances, qui ne sont pas quand même, les assureurs, ce n'est pas des gens qui sont dans le spirituel. Eh bien, les assureurs, au vu des résultats obtenus par l'homéopathie, proposaient des rabais parce que les gens ne mouraient plus et étaient en bonne santé. Donc, vous voyez, l'homéopathie au XIXe siècle, c'était la médecine de référence. Et je vous rappelle aussi que toute la noblesse européenne, toute la noblesse des intellectuels, tous se soignaient par homéopathie et pas par allopathie. On a aussi cet exemple de notre cher Beethoven, qui est mort empoisonné au mercure et qui, vers la fin de sa vie, se tourne, il a tellement de mercure dans le corps, qui se tourne vers son ami Goethe, qui lui dit bah, « Va voir Hahnemann, écoute, arrête de prendre ces saloperies !» Goethe a bien compris que l'avenir, la médecine d'avenir, c'est l'homéopathie. Et Beethoven va faire une consultation, évidemment, d'homéopathie, mais il va mourir parce qu'il était trop empoisonné au mercure et que l'homéopathe est arrivé trop tard. Donc voilà, on a perdu des esprits remarquables parce qu'on les a empoisonnés avec des molécules chimiques qui n'étaient pas bonnes. Alors, l'image, elle est là aussi, c'est ce qui se passe, c'est une image du XIXe siècle. Vous avez donc l'homéopathe et l'alléopathe qui se disputent, qui se battent. Et regardez ce qui se passe en arrière-plan. Il y a un malade qui agonise. Parce que chaque fois qu'un médecin attaque un autre médecin, c'est le malade qui paye. Et il paye au prix fort, c'est-à-dire qu'il souffre. Et il a cette chance des fois d'être libéré de sa souffrance en mourant. Je vous rappelle que la mort n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est de mourir en souffrant. Ça, oui, c'est problématique. Mais la mort en elle-même, moi j'ai eu une expérience de l'arrêt cardiaque. Oh, quel bonheur! Quand vous avez le cœur qui s'arrête, vous passez dans les terres et oh, vous êtes bien, quoi. Et alors, quand vous avez le médecin qui vous masse le cœur pour vous faire revenir dans votre corps, je peux vous dire que vous êtes mal, là. Donc, la mort est libératrice. Vous arrêtez de souffrir. Une bonne chose. Par contre, vous entretenir en état de souffrance permanente, ça, c'est pas sympa. Puis c'est pénible. Donc, voilà. Pendant que les médecins se disputent, au XIXe siècle, ben, les malades, ils meurent. Donc, est-ce que la situation a changé au XXe? Bah, non, regardez, au XXe, ça c'est des caricatures que j'ai sorties sur Internet, on retrouve toujours des médecins qui se disputent. Ils n'ont toujours pas résolu le problème, ils sont toujours en train de s'engueuler, et qui c'est qui paye? Le malade, encore une fois. Donc vous voyez, il faudrait que la profession médicale commence par un petit peu se calmer. Vous pouvez avoir des divergences d'opinion, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'engueuler, il faut coopérer pour le bien-être d'un malade. Alors, ici, bon, vous avez une image donc, du choléra, d'épidémie de choléra à Paris, qui a été éradiquée sur les conseils d'Hahnemann. Hahnemann, dès qu'il y a le choléra est apparu, il a fait un petit papier de 2 pages, en disant voilà, vous prenez ça, hop, hop. Et il n'y avait plus de problème pour ceux qui prenaient les petites pilules. Tous ceux qui essayaient de se soigner par allopathie, ben voilà comment il se termine. Ça, c'est une autre caricature que j'ai trouvée, et elle est assez amusante, parce que vous voyez, elle fait écho à celle-là. Là, c'est l'homéopathe qui terrasse l'allopathe. Et bien, vous voyez qu'aujourd'hui, l'allopathe, qui est symbolisé par sa seringue et son produit chimique, a réussi à terrasser l'homéopathe. C'est-à-dire qu'on a fait un retournement de tendance. Comment on a pu retourner comme ça la presse, l'opinion médicale? Tout simplement à cause de ce monsieur qui est là, qui s'appelle John Davison Rockefeller. Et Rockefeller est un homme du XIXe siècle, donc un adepte de l'homéopathie. Il se soigne uniquement par homéopathie. Par contre, il a une fortune immense, il a fait fortune dans le pétrole. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va être critiqué, non pas parce qu'il se soigne par homéopathie, mais parce qu'il amasse des fortunes colossales pour son confort personnel. Et donc, il va prendre conseil auprès d'un révérend qui s'appelle le révérend Frederick Taylor Gates. Enfin bref, ce révérend va gérer la fortune de Rockefeller
Rockefeller va bien lui dire, tu travailles, mon argent doit aller à 50% à la recherche en homéopathie et à 50% dans ce qu'on appelle la nouvelle médecine scientifique qui émerge, c'est-à-dire cette médecine où on découvre qu'il y a un monde microscopique, des bactéries, des virus, et il dit, je veux que mon argent soit réparti à égalité, c'est une fortune colossale, entre la recherche en homéopathie et la recherche en allopathie. Et c'est là où il va se passer une injustice, mais alors énorme, c'est que Rockefeller ne peut pas tout gérer, il est vieux, il commence à ne plus être tout à fait en état de tout gérer, donc il délègue ça à M. Gates, et M. Gates va mettre tout l'argent financier, toute la puissance financière de Rockefeller va aller à la recherche sur la médecine chimique. Pour des raisons claires, c'est que Rockefeller a fait fortune dans le pétrole, et qu'est-ce qu'on fait avec du pétrole? Des médicaments, on découvre que ça soigne. Donc Gates va prendre la partie chimique et il va complètement court-circuiter l'homéopathie. Voilà, et puis on voit ici le résultat, c'est qu'en un siècle, l'homéopathie qui était considérée au XIXe siècle comme la médecine du futur va devenir attaquée, et on a eu donc le dernier avatar de cette guerre, c'est le président actuel de la République française, qui est un ignorant en sciences, qui nomme une ignorante en sciences comme le ministre de la Santé, parce que tous ces gens-là, il suffirait qu'ils lisent la littérature. Ces gouvernants, en fait, ne lisent jamais les publications scientifiques, ils vont voir ce qu'on appelle un comité d'experts, qui ne lit pas plus les papiers scientifiques, et donc, après, ils écoutent ce que dit un comité d'experts, qui est, en général, il suffit d'aller sur le site du ministère de la Santé, il y a ce qu'on appelle la liste de tous les financements de ces conseillers ministériels, ils sont tous avec les grands fabricants de produits chimiques. Donc on voit très bien que l'information qui arrive aux dirigeants est complètement biaisée, et on en arrive à cette situation totalement absurde, c'est-à-dire qu'une médecine qui a 200 ans d'existence, qui est efficace, est déremboursée. On la dérembourse au prétexte qu'on ne sait pas comment elle marche, alors qu'on a des mécanismes, on sait très bien ce qui se passe. Et pire, une médecine qui, elle, est en échec depuis 200 ans, est remboursée. Donc là, quand même, on peut se dire qu'il y a un vrai problème, une vraie crise. Et il se trouve que la crise a éclaté en 2018, en France, parce qu'en été, je vous rappelle quand même qu'Hahnemann a été persécuté en Allemagne et qu'il a trouvé refuge en France. C'est pour ça qu'en France, on a toujours été favorable à l'homéopathie. Il y a encore 75% des Français qui se soignent par homéopathie. Eh bien, on dérembourse, tout simplement parce que d'autres sociétés vont prétendre que si on analyse les résultats cliniques de l'homéopathie avec des procédures standardisées qu'on appelle randomisées en double aveugle, on démontre que l'homéopathie n'est pas efficace. En fait, on ne démontre rien du tout. On démontre juste qu'on met les seuils qu'il faut pour trouver les arguments contre l'homéopathie. Parce que, comme par hasard, dans toutes ce qu'on appelle ces méta-analyses qui démontrent que l'homéopathie n'est pas efficace, on oublie tout le 19e siècle. Et même, on oublie tout ce qui s'est passé avant 1980. C'est-à-dire qu'on dit simplement, oui, il y avait des résultats, mais la méthodologie était mauvaise. Et donc, on évacue de bons résultats au prétexte que la méthodologie est foireuse, et pour définir quelle est la bonne méthodologie et la mauvaise, on choisit les critères qui permettent effectivement d'arriver à la conclusion que l'homéopathie ne marche pas. Et ça, on l'a bien vu avec le dernier rapport australien sur l'homéopathie. Je raconte toute l'histoire dans mon livre. Eh bien, le premier rapport australien qui voulait évaluer l'homéopathie de façon objective, avec une médecine position de pointe, a montré que c'était efficace. Puis comme ça ne plaisait pas à certains médecins, ils ont mis le premier rapport dans un tiroir, ils en ont commandité un second, on a changé les critères et l'homéopathie est devenue inefficace. Heureusement qu'il y a eu une protestation émise par le peuple australien pour qu'on ressorte le premier rapport et qu'on voit qu'effectivement le premier rapport était favorable. De la même façon qu'il y a eu un rapport en Suisse qui était favorable. Donc, on voit qu'il faut quitter ce terrain politico-médiatique pour revenir à la science. Et là, dans les vidéos qui restent, je vais vous montrer comment on peut, calmement, à tête reposée, comme disait Lavoisier, comment on peut analyser
proposer un mécanisme scientifique, rationnel d'action de l'homéopathie, ce qui devrait permettre à terme de résoudre un petit peu tous ces débats qui commencent à être franchement nauséabonds, puisque, comme je vous l'ai dit, des médecins attaquent d'autres médecins, et ça, c'est très grave.